Nous allons étudier en détail la courbe paramétrée définie par x de t égale t plus 4 sur t et y de t égale t sur 3 plus 2 plus 3 sur t plus 1. Alors tout d'abord, on nous demande de dresser le tableau des variations conjointes. Alors il faut quand même commencer par étudier le domaine de définition de cette courbe paramétrée. Alors on voit que x de t, t doit être non nul et pour y de t, t doit être différent de moins 1. Donc on va étudier les variations sur R privé de moins 1, 0. Alors commençons par étudier les variations de x. On calcule la dérivée x' de t qui est donc 1 moins 4 sur t au carré. Quand est-ce que la dérivée peut s'annuler? La dérivée s'annule quand 4 sur t carré est égal à 1, c'est-à-dire quand t carré est égal à 4, c'est-à-dire quand t est égal à plus 2 ou moins 2. Maintenant, on veut aussi connaître le signe de la dérivée. Et en fait, la dérivée est strictement positive dès que t est plus grand que 2 en valeur absolue. Ça, c'est pour x. On fait la même chose pour y. On commence par calculer la dérivée de y. C'est donc 1 tiers moins 3 sur t plus 1 au carré. Alors, quand est-ce que la dérivée de y s'annule? Donc y' de t égale 0, si et seulement si, donc 3 sur t plus 1 au carré est égal à 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur t plus 1 au carré est égal à 1 neuvième, c'est-à-dire quand t plus 1 au carré est égal à 9. Et quand est-ce que t plus 1 au carré est égal à 9? Quand t plus 1 est égal à plus ou moins 3. Et donc la dérivée s'annule en t est égal à moins 4 ou en t est égal à plus 2. Maintenant, on voit aussi le signe de la dérivée. Et donc, on remarque que y' de t est positif. Alors, quand t est strictement plus petit que moins 4 ou quand t est strictement plus grand que plus 2. On a maintenant tout ce qu'il faut pour dresser le tableau des variations conjointes, c'est-à-dire qu'on va ici tracer le paramètre t, on va étudier le signe de la dérivée, on en déduira les variations de x de t, et on fera la même chose pour y. Alors, quelles sont les valeurs intéressantes? Donc, on va de moins l'infini à plus l'infini, et comme valeur particulière à regarder, on a moins 4, on a moins 1, on a moins 2, on a moins 1, on a 0 et on a plus 2. Alors tout d'abord, en 0, la fonction x n'est pas définie. Donc on ne fera pas d'étude, on ne peut pas définir la fonction x en 0. Par contre, y est définie. Et même chose, en moins 1, la fonction y n'est pas définie. Par contre, elle, la fonction x est définie. Donc maintenant, intéressons-nous au signe de la dérivée. On a vu que la dérivée de x s'annule en plus 2 et en moins 2. Et elle est positive avant moins 2, négative entre moins 2 et plus 2, et elle redevient positive après. Ça signifie quoi pour la fonction x? Ça signifie que la fonction x est donc strictement croissante de moins l'infini à moins 2, puis elle devient décroissante de moins 2 à 0. Ensuite, elle est encore décroissante et elle redevient croissante. Alors, on va noter les limites et les points intéressants. Donc, quand t tend vers moins l'infini, x de t tend vers moins l'infini. Ici, on a un paramètre intéressant qui est x de moins 1 qui vaut ici en fait moins 5. Et la fonction quand t tend vers 0 par valeur négative tend vers moins l'infini. Alors que quand t tend vers 0 par valeur négative, c'est plus l'infini. La fonction va ensuite être décroissante jusqu'à une certaine valeur. Et quand t tend vers plus l'infini, x de t tend vers plus l'infini.
Ce qu'on a fait pour x, on le refait pour y. Alors tout d'abord, la dérivée de y. La dérivée de y s'annule en moins 4 et en plus 2. Elle est positive avant, négative après. Donc là, elle est encore négative, elle est négative et elle redevient positive après plus 2. Donc on en déduit que la fonction y est donc strictement croissante, puis strictement décroissante, encore strictement décroissante, puis croissante. Alors maintenant, les limites. En moins l'infini, y tend vers moins l'infini. Elle est ensuite croissante, et ensuite, quand t tend vers moins 1, y de t tend vers moins l'infini. Quand t tend vers moins 1 par valeur négative, quand t par valeur à gauche, ensuite quand t tend vers moins 1 par valeur à droite, ça tend vers plus l'infini. On a en 0 y qui vaut plus 5. Elle redécroît et ensuite pour recroître jusqu'à plus l'infini. Donc on passe à l'étude des asymptotes et des tangentes. Alors, en moins l'infini, on voit que x de t, y de t tendent vers l'infini. Donc on va avoir une branche infinie. On étudiera les asymptotes après. Même chose en plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe au point de paramètre moins 4? Au point de paramètre moins 4, on a y' de t qui est égal à 0 et x' de t qui est strictement positif. Et donc on a une tangente horizontale en m de moins 4. C'est un point régulier, y' s'annule, c'est une tangente horizontale. Ensuite, au paramètre m de moins 2, là c'est x' de t qui est nul, y' de t est strictement négatif, et donc on a une tangente verticale à ce moment-là. Alors au paramètre m de moins 1, la situation est différente. X de t tend vers moins 5. Par contre, y de t tend vers moins l'infini ou plus l'infini, selon qu'on regarde à droite ou à gauche de moins 1. Et donc, ça nous fournit une asymptote verticale. Donc, on a une asymptote verticale d'équation x égale moins 5 qui est aussi asymptote à gauche de moins 1 qu'à droite de moins 1. Et pour le paramètre 0, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est x de t qui tend vers moins l'infini ou plus l'infini selon qu'on est à gauche ou à droite de 0, et y de t qui tend vers plus 5. Et donc à ce moment-là, on a une asymptote horizontale et d'équation, cette fois-ci, y égale plus 5. Alors le paramètre 2 est de nature différente. On voit que x' de t est nul, y' de t est nul, et donc m de 2 est un point singulier qu'on va étudier un petit peu après. Donc on n'a pas tout à fait fini avec les asymptotes puisqu'il faut étudier l'existence des asymptotes lorsque t tend vers plus ou moins l'infini. Pour cela, on va calculer la première partie, c'est vérifier est-ce que y de t sur x de t peut admettre une limite finie lorsque t tend vers plus ou moins l'infini. Donc calculons ce quotient. Donc ça nous donne t sur 3 plus 2 plus 3 sur t plus 1. Le tout divisé par t plus 4 sur t. Alors, on se débrouille pour mettre ça sous la forme d'une fraction rationnelle plus simple. Et donc, après calcul, ça donne t cube plus 16t carré plus 6t. Le tout divisé par 3, facteur de
t cube plus t carré plus 4t plus 4. Donc il est clair que maintenant yt sur x de t tend vers 1 tiers quand t tend vers plus l'infini ou moins l'infini. D'accord? Donc on pose ici cette valeur, c'est la valeur petit a, qui est bien une valeur finie, non nulle ici. Ça ne suffit pas pour dire s'il y a une asymptote. Maintenant, il faut calculer l'expression y de t moins a fois x de t, c'est-à-dire ici y de t moins 1 tiers de x de t. Il faut encore que cette expression ait aussi une limite finie. Bien, donc remplaçons y de t, c'est t sur 3 plus 2 plus 3 sur t plus 1, et on soustrait 1 tiers de x de t, donc 1 tiers de t plus 4 sur t. On s'aperçoit que t sur 3 va se simplifier ici avec le 1 tiers de t, et donc il reste 2 plus 3 sur t plus 1, moins 4 tiers de 1 sur t. Et bien sûr, quand t tend vers plus l'infini ou moins l'infini, cela a pour limite 2. Donc on pose cette valeur b. Et donc maintenant, conclusion. Donc la droite d'équation, donc y égale ax plus b, c'est-à-dire y égale à 1 tiers de x plus 2, est asymptote à la courbe. Donc à la fois lorsque t tend vers plus l'infini et aussi lorsque t tend vers moins l'infini. On passe maintenant à l'étude des points singuliers, ou plus exactement du point singulier, parce que je vous rappelle qu'un point singulier, ça veut dire que x' de t est égal à 0 et y' de t est égal à 0. Donc les deux conditions doivent être réalisées simultanément. Et on a vu, quand on a dressé le tableau de variation, que ceci c'était vrai si et seulement si t était égal à 2. Donc le seul point singulier, c'est le point de paramètre 2. Et maintenant, on veut étudier la nature de ce point singulier et la tangente au point singulier. Alors pour cela, on va effectuer un développement limité. Donc un développement limité du point m de t, c'est-à-dire à la fois de x de t et de y de t. Et comme ici les formules sont des fractions rationnelles, on va appliquer la formule de Taylor par exemple. Donc x de t, quand on écrit la formule de Taylor au voisinage du paramètre 2, ça s'écrit x de 2 plus x' de 2 sur factoriel 1 facteur de t moins 2 plus x seconde de 2 sur factoriel 2 facteur de t moins 2 au carré plus x tierces de 2 sur factoriel 3 facteur de t moins 2 au cube plus, et ça nous suffira de s'arrêter à l'ordre 3, plus un certain reste. On fait évidemment la même formule pour y. Toujours un développement limité au voisinage de t est égal à 2. Alors maintenant, pour calculer les coefficients, on a besoin de déterminer x de 2, y de 2, donc il suffit de remplacer 2 par ça. On a déjà calculé la dérivée x', mais on a besoin de calculer la dérivée x seconde, y seconde et x tierce, y tierce. Donc reprenons les calculs. Donc x' de t s'obtient par dérivation en t moins 4 sur t au carré. Donc on en déduit en redérivant x seconde de t, ce qui donne plus 8 sur t au carré, et x tierce de t, qui donne à ce moment-là, sur t au cube, pardon. Et donc à ce moment-là, x tierce de t, ça donne moins 24 sur t puissance 4. On fait la même chose avec y, dérivons y, on l'a déjà dérivé, ça donne 1 tiers moins 3 sur t plus 1 au carré. On déduit la dérivée seconde, ça donne 6 sur t plus 1 au cube. Et la dérivée tierce,
ça donne moins 18 sur t plus 1 à la puissance 4. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est x de 2, y de 2, x' de 2, y' de 2, etc. Donc on réécrit le point M de t, qui est donc le point de coordonnées x de t, y de t. Quand on effectue son développement limité au voisinage de 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d'abord le point x de 2, y de 2. Alors on calcule x de 2, y de 2, et donc on trouve que c'est 4 et 11 tiers. Ensuite apparaît le terme d'ordre 1 qui correspond à la dérivée x' de 2, y' de 2. Mais on est en un point singulier. Et donc x' de 2 et y' de 2 sont nuls tous les deux. Donc on n'a pas de terme d'ordre 1. Donc on passe au terme d'ordre 2, on calcule x seconde de 2, y seconde de 2. On n'oublie pas de diviser par factoriel 2 de la formule de Taylor. Et on obtient après calcul que ça donne 1/2, 1/9 avec pour le coefficient de t-2 au carré. On fait la même chose pour le coefficient d'ordre 3 et on obtient moins 1 quart, moins 1 27e de t-2 au cube plus un reste. Donc, on a maintenant le développement limité ici à l'ordre 3, c'est-à-dire qu'on a bien deux coefficients non nuls après le coefficient constant. Ça va nous donner une équation de la tangente. Maintenant qu'on a le développement limité du point M de t au voisinage du point singulier M de 2, on va en déduire tout ce qu'on veut sur la nature de ce point singulier. Donc, tout d'abord, le premier terme non nul après le coefficient constant est de degré 2. Donc on est dans le cas où P égale à 2, c'est-à-dire ce P-là. Et ensuite, on remarque que le coefficient suivant est non nul et le vecteur ici du degré 3 est non collinéaire au vecteur du degré 2. Donc on est dans le cas du cours où P égale 2, Q égale 3, c'est-à-dire c'est un point de rebroussement de première espèce. Donc on sait que si on a la tangente, si le point est là, on sait que le point singulier il est de ce type-là. Alors, calculons justement la tangente au point M de 2. Donc je vais appeler la tangente T de 2 au point M de 2. La tangente est donnée par le début du développement limité. Alors ici, comme le terme d'ordre 1 est nul, on a besoin du terme d'ordre 2 pour avoir le développement limité. L'équation de la tangente. Donc xy appartient à la tangente, ça veut dire que xy, il est d'abord de la forme 4 11 tiers plus un certain nombre de fois 1/2, 1/9, où lambda est un coefficient réel, ce qui nous donne exactement une équation paramétrique de la tangente en t de 2. Alors on aimerait une équation cartésienne. Donc pour ça, il s'agit à partir de l'équation paramétrique d'éliminer le paramètre lambda. Alors je vais réécrire mon équation cartésienne sous la forme x-4, y-11 tiers est égal à lambda 1/2, 1/9. Autrement dit, lambda est égal à, d'une part, en multipliant par 2, est égal à 2x-4. Et d'autre part, en multipliant par 9, est égal à 9 facteur de y moins 11 tiers. Et donc, j'en déduis une relation entre x et y qui n'a plus besoin de lambda. Donc, ce qui implique que y moins 11 tiers est égal à 2/9 de x moins 4. C'est une équation paramétrique que je peux réécrire sous la façon suivante. Y est égal à 2/9 de x plus
le terme constant, 25 neuvièmes. Donc ça, c'est une équation cartésienne de la tangente au point M de 2. Avec toute l'étude qu'on vient de faire, on va pouvoir donner un tracé précis de la courbe. On commence par placer les quelques points particuliers. Donc on a vu par exemple qu'au point M de moins 4, on avait une tangente horizontale. On a vu qu'au point M de moins 2, on avait une tangente verticale. On a vu que quand t tend vers moins 1 par la gauche ou par la droite, on a la droite d'équation x égale 5, x égale moins 5, pardon, qui est asymptote verticale. Et par contre, quand t tend vers 0 par la droite ou par la gauche, on a la droite d'équation y égale à 5, qui est asymptote verticale. On a aussi vu que quand t tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on a la droite d'équation y égale à 1/3 de x plus 2, qui est une asymptote oblique. Alors maintenant, allons-y. On va tracer la courbe en suivant le paramètre t de moins l'infini à plus l'infini. Donc quand t tend vers moins l'infini, on a cette droite qui est asymptote, et en fait la courbe est sous l'asymptote. Donc là on part de moins l'infini. On va arriver au paramètre moins 4 où la tangente est horizontale. On enchaîne directement avec le point de paramètre moins 2 où la tangente est verticale. Et ensuite, on va se diriger vers le point de paramètre moins 1 par valeur en dessous, avec une asymptote verticale. Maintenant, quand on bascule à moins 1 par la droite, on se retrouve ici, toujours avec une asymptote verticale. Et lorsque t va tendre vers 0 par la gauche, on a notre asymptote horizontale. Asymptote horizontale en basculant à 0 plus, qu'on retrouve ici. Donc on a l'asymptote horizontale et la courbe est en fait située sous l'asymptote. Et on va se diriger jusqu'au point de paramètre m de 2, dont on a vu que c'était un point de rebroussement de première espèce, dont on avait calculé en fait une équation de la tangente. Donc en ce point, on a la tangente. On sait que la courbe traverse la tangente pour aller retrouver l'asymptote quand t tend vers plus l'infini. Revenons rapidement sur la notion d'asymptote à une courbe d'équation paramétrique x de t, y de t. Alors il y a plusieurs natures d'asymptotes. Il y a tout d'abord les asymptotes horizontales, c'est-à-dire c'est lorsque x de t tend vers plus l'infini quand t tend vers un certain paramètre t0 qui peut éventuellement être lui aussi plus l'infini ou moins l'infini, et y de t tend vers une certaine constante c qui est un nombre réel fini. Alors ça peut être plus l'infini ou ça peut être aussi moins l'infini. Et donc le dessin est le suivant. On a ici une valeur, une asymptote d'équation y égale à c. Et la courbe, par exemple, quand t tend vers plus l'infini, va se rapprocher de cette asymptote. Évidemment, on a la notion symétrique qui est la notion d'asymptote verticale. À ce moment-là, c'est x de t qui tend vers une valeur c, toujours lorsque t tend vers t0, et lorsque t tend vers le même t0, y de t tend vers plus l'infini ou moins l'infini,
quand t tend vers t0. Et la situation est la suivante. On a à ce moment-là une asymptote verticale d'équation x égale à c. Et puis on a une courbe qui, pour une certaine raison, éventuellement oscille en tendant vers l'asymptote. Alors, asymptote oblique, c'est un petit peu plus compliqué à trouver une équation. Donc on doit faire deux étapes. La première étape, c'est que on calcule le quotient x de t sur y de t qui doit tendre vers une valeur a finie lorsque t tend vers 0. On va même mettre a non nul, sinon on retombe dans le cas d'une asymptote horizontale. Mais ça ne suffit pas. Maintenant qu'on a ce a, on doit aussi calculer y de t moins a fois x de t, où le a, c'est le a qu'on vient d'obtenir. Et ceci doit tendre vers une limite finie b, nulle ou pas, lorsque t tend toujours vers t0. Et à ce moment-là, y égale à ax plus b est l'asymptote oblique. Et le dessin est le suivant. On a ici notre asymptote d'équation y égale ax plus b, et puis la courbe qui tend vers l'asymptote, par exemple, comme ceci. Maintenant, si on veut avoir plus d'informations, puisqu'il y a plusieurs façons différentes de s'approcher de l'asymptote, eh bien, on aimerait savoir quelle est la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Et donc, par exemple, dans le cas d'une asymptote oblique, la position de la courbe s'obtient en étudiant le signe de y de t moins ax de t plus b. Alors si au voisinage de t0, qui est notre point où on a une asymptote, ce signe-là est positif, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'asymptote. Si le signe est négatif, ça veut dire que la courbe est en dessous. Et si le signe varie indéfiniment, lorsque t tend vers 0, ça veut dire qu'on oscille sur l'asymptote.